Donc, bonjour à toutes et tous. Voilà, on est ravis de vous retrouver pour ce webinaire numéro 3. Donc, initialement programmé, comme vous pouvez le voir, le jeudi 7 avril. Suite à des problèmes techniques, on a pu le reporter aujourd'hui. Et voilà, merci aux intervenants de se rendre disponibles. Donc, on commence un peu plus tôt parce que il y avait des contraintes horaires. Donc, on finira pour voilà, 15h30. Donc, je suis Vincent Gardon, voilà, chargé de projet pour la CCI Occitanie en termes de santé et sécurité. Et je vais co-animer ce webinaire avec mon collègue de la CCI de Toulouse, donc Yann Brugard-Rolas. Pour ceux qui nous rejoignent ou pour les habitués, je vous rappelle voilà, le format de nos webinaires. Donc, on a une partie en général introductive où on fait un rappel réglementaire. Ensuite, il y a une seconde partie où on va plutôt présenter des appuis méthodologiques, des outils, et puis on finalise avec des témoignages d'entreprise, voilà, de vos pairs pour vraiment identifier ce qui a été fait et vous donner les grands axes. Donc l'objet, ces webinaires s'inscrivent dans un partenariat donc, qu'on mène avec la DRETS Occitanie depuis 2019. Donc on les en remercie et il implique en fait l'ensemble des acteurs du PRST Occitanie et les CCI territoriales puisque c'est des co-animations tournantes sur ces rendez-vous mensuels. Aujourd'hui, on va parler de télétravail, un nouvel enjeu pour la qualité de vie des conditions de travail, donc, qui reste d'actualité hein, après le contexte sanitaire qu'on a connu. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les entreprises essaient de trouver la bonne formule. Du coup, on espère qu'on pourra vous éclairer là-dessus. On va vous faire interagir, donc, comme on le fait habituellement, avec des sondages et puis également un questionnaire de satisfaction qu'on administrera à la fin. Comme habituellement, le webinaire est enregistré, donc vous pouvez le retrouver en replay sur notre chaîne YouTube et l'ensemble des supports vous seront communiqués par votre conseiller CCI local, en général la semaine qui suit. Pour interagir, puisqu'il y a une partie questions-réponses à la fin, vous avez le chat, donc n'hésitez pas à voilà, poser vos questions au fil de l'eau, on les reprendra à la fin pour les poser à nos intervenants. Et donc pour la partie sondage, logiquement, il faut aller chercher, alors en bas, à droite, si ce n'est pas, si ça, il n'y a pas une pop-up qui s'ouvre, c'est l'application Slido qui nous permet d'administrer les sondages. Donc il y en aura un là dès le démarrage. J'aurai l'occasion d'y revenir. Donc dans le temps que nous allons partager ensemble, voilà, donc il y a une première partie qui sera présentée par Madame Bébou de la DRETS Occitanie sur un point d'actualité pour définir le télétravail et notamment présenter également son cadre réglementaire. Ensuite, Monsieur Contenson de la RACT Occitanie nous présentera voilà, le télétravail, les grands principes méthodologiques et quelles passerelles peuvent être faites avec la qualité de vie et conditions de travail. Ensuite, on aura des retours d'expérience d'entreprise qui seront présentés par Virginie Vacher, qui est de Sigma Ergonomie, sur la partie, donc une partie industrie et une partie tertiaire, et un retour de témoignage également sur les tiers-lieux, comment ça fonctionne, donc avec Lilian Fourcadier de la CCI du Tarn. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon webinaire et on commence tout de suite par un sondage. Je vais lancer. Donc, logiquement, il a dû apparaître chez vous. Sinon, c'est sur voilà, la partie de droite avec l'application Slido. Donc, où en êtes-vous avec le télétravail aujourd'hui? En fait, il se pratique de façon pérenne, c'est-à-dire qu'il est installé. Il se pratique de façon ponctuelle pour répondre voilà, à des solutions, notamment après, en lien avec la crise sanitaire, par exemple, vu qu'il y a on a certains cas qui remontent, où du coup, carrément, il a été abandonné après la crise sanitaire. On voulait avoir
un petit peu un topo de votre maturité, en tout cas, là-dessus. Donc, on vous laisse le temps de répondre. Alors, encore 10 secondes pour les derniers. Et je vais partager du coup les résultats. Alors, selon vos réponses, voilà, vous êtes 42% sur donc, une pratique pérenne, 50% sur une pratique ponctuelle et 13% où le télétravail du coup n'est plus appliqué depuis la fin de la crise sanitaire. Bon, voilà, c'était pour connaître un petit peu le contexte chez vous. Donc, voilà, je vais passer la parole du coup à Madame Bébou de la DRET pour la première partie. Bonjour à tous, donc Bébou Fatima, je suis inspectrice du travail au niveau du pôle T, du pôle travail de la DRET Occitanie, au service RRT, c'est-à-dire Réglementation et Relations de Travail. Donc moi, je vais intervenir en vous présentant en fait le cadre légal du télétravail et vous présenter en fait ses modalités de mise en place par rapport à ce qui est prévu par les accords nationaux interprofessionnels et le Code du travail. Donc le cadre juridique, c'est l'accord national interprofessionnel qui a mis en place en fait pour la première fois le télétravail. Donc en fait, c'est la transposition d'un accord cadre européen. La loi de 2012 est venue en fait la loi de 2012 est venue intégrer en fait cet accord national interprofessionnel dans le Code du travail. Donc le Code du travail a parlé de télétravail qu'à partir de 2012, donc 10 ans après l'accord l'ANI. Et cette loi a été complétée par deux autres lois en 2016 et les ordonnances de 2017 afin de modifier et d'assouplir un peu la mise en place du télétravail. D'ailleurs, on se rend compte que depuis 2017, en fait, on a une évolution un peu plus importante de la mise en place du télétravail par rapport à cet assouplissement de cette mise en place. La définition donc, et les modalités de mise en place sont définies aux articles du L1229, 10 et 11 du Code du travail. Et on a eu dernièrement un nouvel accord national interprofessionnel de 2020 qui avait vocation à mettre en place une mise en œuvre réussie du télétravail et donc qui a complété en fait tout ce qui a été fait auparavant au niveau du télétravail et par rapport à ce qui s'est passé lors de la crise sanitaire, de ce qui a pu être constaté depuis les ordonnances de 2017. Donc, je vais aborder la définition du télétravail, sa mise en place et les droits et obligations. Ainsi, je vais parler aussi en dernier recours de la notion de qualité de vie et de conditions de travail. Alors, dans le Code du travail, donc, le télétravail, ça désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait normalement dû être exécuté dans les locaux de l'employeur sont effectués par le salarié hors de ces locaux. Et ça peut être de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. On est bien dans une distinction avec, par exemple, le travail à domicile. Donc, c'est vraiment un travail qui, normalement, doit être effectué dans les locaux de l'entreprise, qui est effectué par le salarié hors des locaux de l'entreprise. C'est une définition donc, qui est assez large et qui peut englober plusieurs formes et des lieux de travail différents. Donc, ça peut donner lieu à un télétravail sédentaire. Le salarié travaille exclusivement à son domicile, à un télétravail alterné ou pendulaire, c'est-à-dire que ça peut être sur 1, 2, 3 jours ou des semaines de télétravail et des semaines en entreprise. Et ça peut être aussi du télétravail, pas forcément à son domicile, mais dans des centres de proximité ou dans des espaces de coworking ou des tiers-lieux, ce qu'on appelle des tiers-lieux en fait, et qui disposent aussi d'équipements d'informatique et de télécommunication qui sont proposés par l'employeur. Et la fréquence du télétravail peut également varier, donc elle peut être régulière ou n'être utilisée que de manière occasionnelle. Donc c'est vraiment, ça englobe des modalités d'organisation totalement différentes. La mise en place du télétravail. Donc, le recours régulier. Quand on parle de recours régulier, c'est-à-dire qui est fait de façon continuelle ou le recours occasionnel. Donc, sa mise en place, elle s'effectue dans le cadre soit d'un accord collectif, soit d'une charte élaborée par l'employeur
après avis du comité social et économique. Soit, si on n'a pas d'accord collectif ou de charte, un accord entre le salarié et l'employeur qui est formalisé par tout moyen. Ce qui est différent en fait depuis les ordonnances de 2017 et qui a assoupli en fait cette mise en place, c'est qu'on ne passe plus par forcément un avenant au contrat de travail. Donc avant, obligatoirement, c'était un avenant au contrat de travail. Le contrat de travail devait prévoir le télétravail. Là, on n'est plus du tout, c'est par tout moyen. Quand un accord prévoit la mise en place du télétravail, il doit contenir certaines clauses obligatoires. Donc, il doit prévoir les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail. Donc, en fait, le télétravailleur, le salarié peut passer du télétravail et revenir au télétravail sans exigence spécifique. Ça doit être prévu dans l'accord collectif. Les modalités d'acceptation de ces conditions. Ce qui est important aussi, c'est les modalités du contrôle du temps de travail et de la régulation de la charge du temps de travail. Donc ça, c'est une modalité qui doit être fixée dans l'accord, qui doit être prévue. La détermination des plages horaires au cours desquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail, c'est aussi une clause obligatoire. Et ça permet en fait de satisfaire à l'obligation du droit à déconnexion du salarié. Donc on doit vraiment définir en fait les modalités de l'organisation du télétravail, ainsi que les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail. Donc ça, c'est les clauses qui sont prévues par le Code du travail et qui doivent contenir un accord qui prévoit le télétravail. Par exemple, un accord collectif peut aussi détailler les différents métiers qui existent dans l'entreprise pour donner une définition objective des emplois qui peuvent donner lieu à la mise en œuvre du télétravail, donc les postes télétravaillables, ce qu'on a appelé les postes télétravaillables. Ils doivent être définis dans l'accord. C'est plus simple. On est bien d'accord qu'en l'absence d'accord collectif ou de charte, le télétravail occasionnel ou régulier peut être mis en place dans le cadre d'un formalisme allégé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, il n'y a pas forcément l'obligation d'un avenant ou d'un contrat de travail qui prévoit le recours au télétravail. Par contre, il faut quand même un écrit pour pouvoir formaliser cet accord. Il faut un accord par tout moyen et généralement, ça peut se faire par écrit. Exemple, les simples échanges de mails peuvent être considérés comme un accord qui prévoit le télétravail. Quand on a recours au télétravail, ce qui est important, c'est qu'on part sur le principe du double volontariat, c'est-à-dire que l'employeur est en mesure de pouvoir refuser le télétravail à un salarié. Même le Code du travail, en principe, il n'exclut aucun salarié pour le bénéfice du télétravaillable, sauf que tous les postes ne sont pas télétravaillables. Et donc, à ce moment-là, l'employeur est en mesure de pouvoir refuser le télétravail à un salarié qui en fait la demande. Sauf qu'il doit pouvoir justifier par des éléments objectifs cette impossibilité d'exercer cette activité à distance. Donc, il doit motiver sa décision et en fait, pour pouvoir refuser le télétravail. Et ça a été prévu dans les derniers textes qui ont été pris dans l'ordonnance de 2017. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles comme pour la crise sanitaire où là, en fait, l'employeur le télétravail était la règle pour les entreprises et là, il n'était pas en mesure de pouvoir refuser. C'est une circonstance exceptionnelle. Donc là, on est dans un autre cadre. Mais dans le cadre du recours régulier et occasionnel, l'employeur n'est pas en mesure il doit pouvoir justifier le refus du télétravail. Pour le salarié, il a aussi la possibilité d'accepter ou de refuser librement le télétravail sans crainte de représailles disciplinaires de la part de l'employeur. Néanmoins, il existe aussi, pour les circonstances exceptionnelles, le salarié n'est pas en mesure de pouvoir refuser le télétravail. C'est ce qui a été d'ailleurs lors de la crise sanitaire. Pour le CSE, donc l'article 1229 du Code du travail, il n'impose pas d'informer, de consulter le CSE lorsqu'on est dans le cadre de la mise en place du télétravail par un accord collectif. Par contre, le Code du travail prévoit spécifiquement que lorsque c'est mis par le biais d'une charte, c'est-à-dire par une décision unilatérale de l'employeur, là, il faut obligatoirement que l'employeur informe et consulte au préalable le comité social et économique. Néanmoins, dans le cadre de ses attributions générales, c'est la diapositive, oui. Dans le cadre de ses attributions générales, le CSE, il est obligatoirement consulté au titre de sa compétence en matière de durée du travail, de conditions de travail ou d'introduction de nouvelles technologies. Ce qui implique que même lorsque le télétravail est mis en place par un accord collectif, il y a une consultation du CSE dans le cadre des attributions générales du CSE. Et donc, elle peut se faire postérieurement à la mise en place du télétravail. Ça peut permettre en fait de faire un point sur la situation des salariés, matériel, psychologique, évaluation de la charge de travail, recueillir les observations du CSE, les points sur lesquels l'employeur doit être vigilant. Donc, ça permet d'avoir une discussion effectivement sur ce mode d'organisation du travail
et de pouvoir être vigilant sur les points au niveau santé-sécurité, notamment sur les mesures prises pour sécuriser les données personnelles, donc tout ce qui a lieu entre les télécommunications et les modalités éthiques, en fait, et sur la mise en place du télétravail qui s'accompagne d'un dispositif de surveillance ou de contrôle de l'activité des travailleurs, notamment lorsqu'il est mis en place des badgeages ou des modalités de surveillance spécifiques. Donc, ça doit donner lieu à la consultation du CSE sur toutes ces pratiques qui sont définies par le recours au télétravail. Le recours au télétravail donc, suscite aussi des droits et des obligations. Pour le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. Donc, il a les mêmes droits au niveau de la formation professionnelle, il a les mêmes droits en matière de rémunération, les mêmes salaires, les mêmes primes qu'un travailleur qui exerce la même activité dans les locaux de l'entreprise. C'est vraiment, il faut qu'il y ait un traitement d'égalité, que le salarié qui est en télétravail ou bien le salarié qui est en entreprise ne se sent pas lésé par la distinction quand il y a deux modalités d'organisation différentes dans l'entreprise. Les obligations de l'employeur. Donc, l'employeur est tenu à l'égard du salarié en télétravail de ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés. Donc, rien ne change là-dessus. Il est tenu spécifiquement, quand il y a un recours au télétravail, de prendre en charge tous les coûts qui découlent directement de l'exercice du télétravail, d'informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements ou d'outils informatiques, donc c'est tout ce qui a trait au TIC, de lui donner priorité pour reprendre ou occuper un poste. C'est très important qu'en fait le télétravailleur puisse décider de revenir à un poste normal et plus avoir recours au télétravail, d'organiser chaque année un entretien pour notamment définir la charge de travail et voir comment cela se passe en télétravail, et de fixer en concertation avec lui les plages horaires durant lesquelles il est habituellement le contacter. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut que ça fait partie des droits et obligations de l'employeur quand il a des salariés en télétravail. Il est aussi tenu à l'ensemble de ses obligations en matière de durée du travail, donc c'est pareil que quand il est en entreprise ou dans un établissement. Une obligation aussi de sécurité à l'égard du salarié qui est placé en télétravail. Donc, le télétravail, ça comporte de multiples risques, comme pour un salarié qui est en entreprise en matière de santé et de sécurité, notamment pour les risques psychosociaux, ce que d'ailleurs on a pu voir lors de la crise sanitaire. Il y a eu des retours comme quoi ça avait un impact effectivement sur l'état de santé des salariés, ou ergonomique du fait de défauts de mobilité ou d'équipements inadaptés, les TMS, que l'employeur est dans l'obligation d'évaluer dans le cadre de son obligation de santé et de sécurité. Il doit prendre aussi en compte les situations de souffrance en lien avec le médecin du travail. Donc, le recours au télétravail, ça implique en fait les mêmes obligations en matière de santé et de sécurité, mais dans un autre contexte et de façon différente, effectivement. Là, je vais vous parler effectivement de la mise en place du télétravail donc dans le contexte de crise sanitaire, ce que beaucoup d'entreprises ont vu, parce que c'était plus ou moins une obligation de mettre au maximum des salariés en télétravail lors de la crise sanitaire. Donc ça, en fait, c'est spécifique, c'est prévu par le Code du travail. Et dans ce cas-là, même s'il n'y a pas d'accord ou de charte, en cas de circonstances exceptionnelles, la mise en œuvre du télétravail est considérée comme un aménagement du poste du travail. Ce qui veut dire qu'en fait, le contrat de travail n'est pas modifié et la décision relève spécifiquement du pouvoir unilatéral de l'employeur. Le salarié n'est pas en mesure de pouvoir refuser et le télétravail est imposé aux salariés sans formalisme. Lorsqu'on a recours justement dans des circonstances exceptionnelles, donc ce qui a été le cas pendant la crise sanitaire, l'employeur consulte préalablement le CSE de son entreprise, mais au vu de l'urgence, c'est ce qui s'est passé, le CSE pouvait être consulté après la mise en œuvre de la décision de l'employeur. Mais il devait plus ou moins informer le CSE. Donc, le télétravail dans le contexte, c'est aussi identifier les activités de télétravail. Donc, ça, c'était prévu par le protocole national, justement, c'était d'identifier tous les postes qui étaient télétravaillables et de fixer les critères pour pouvoir être éligible à ces postes télétravaillables, pour pas qu'il crée de distorsion entre les différents salariés. Donc, il fallait des critères objectifs pour pouvoir dire tel poste peut être télétravaillable, tel poste ne peut pas l'être, pour pas créer de distorsion entre les salariés. Et ça devait être fait dans le cadre du dialogue social, évidemment. Donc là, je vais vous parler rapidement de la notion de… Donc, on est passé… Alors, une nouvelle loi est arrivée, la loi pour renforcer la prévention et la santé au travail en août 2021. Donc, cette loi, en fait, elle va compléter les mentions de
QVT, c'est-à-dire de qualité de vie au travail dans le Code du travail, en renvoyant désormais à une notion de qualité de vie et de conditions de travail. Donc, ce qui était important, c'était de rajouter la notion de conditions de travail, afin que, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, la qualité de vie englobait un truc assez théorique. Et donc là, pour repartir dans les modalités pratiques et avoir un véritable impact, donc on voulait qu'il y ait vraiment une négociation et un dialogue social qui soit basé sur la qualité de vie et les conditions de travail pour créer en fait un vrai dialogue social sur cette thématique. Donc, à côté du 31 mars 2022, la négociation annuelle sur l'égalité entre les femmes et les hommes, elle devra aussi pouvoir porter sur la qualité de vie et des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. La diapo. Et on définit en fait dans l'accord national interprofessionnel de 2020, dont celui que je vous parlais tout à l'heure, il définit justement la QVCT comme étant les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci, qui détermine la perception et la qualité de vie au travail qui en résulte. Donc on est vraiment, cela doit se traduire par des actions concrètes, notamment sur l'articulation des sphères de vie, les conditions d'exercice du travail, le management, les moyens, les relations interpersonnelles. Donc, ça englobe beaucoup de choses, surtout les conditions de travail au niveau des modalités pratiques, l'utilité et le sens du travail, ces transformations rapides, la conduite du changement et surtout la mobilisation des modalités d'organisation du travail, telles que le travail qui est devenu en fait un mode d'organisation spécifique et pérenne au niveau de l'activité des entreprises actuellement. Voilà, je vous remercie. Merci, Madame Bepou, du coup, pour cette partie introductive et ces rappels, du coup, nécessaires. On va passer, du coup, à Monsieur Contenso de l'ARACT, voilà, qui va, du coup, se présenter et ensuite, on aura un sondage pour introduire ses propos. Oui, donc merci Philippe Contasso. Donc, je suis chargé de mission à l'ARACT Occitanie, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Alors, peut-être deux mots sur l'ARACT Occitanie en introduction avant de lancer le sondage, Vincent, si on est Ouais. OK. Dire que, alors rapidement, hein, puisque vous aurez ensuite le support, c'est qu'on est une association paritaire, c'est-à-dire que nos employeurs, notre conseil d'administration, c'est les syndicats employeurs et les syndicats de salariés. On est géré par les partenaires sociaux. On a une autre particularité, c'est d'être la délégation régionale d'un établissement public, qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, hein, qui dépend du ministère du Travail. Et notre métier, nos missions, c'est de promouvoir l'amélioration des conditions de travail, la qualité de vie et des conditions de travail, comme facteur d'efficacité des organisations. C'est-à-dire qu'on est sur le principe que la qualité des conditions de travail est en lien étroit avec la qualité du travail, la possibilité de faire du bon travail et l'efficacité des organisations. Je ne sais pas, il y a autre chose, oui, dire que nous sommes, l'ARACT participe au plan régional santé-travail qui a été évoqué par Vincent en introduction. Et nous pilotons l'axe sur la qualité de vie et les conditions de travail dont vient de parler Fatima et sur laquelle je reviendrai après la présentation du télétravail. Alors peut-être lancer le sondage avant de rentrer sur télétravail et qualité de vie et les conditions de travail en termes de méthode. Alors, c'est parti. Je ne sais pas si vous le... 2 secondes. Alors, logiquement, ça a dû s'afficher. Donc, Oui, ça s'est affiché. voilà, vous le retrouvez du coup comme tout à l'heure. Donc, il y a 2 questions. Voilà. La première, donc, c'est est-ce que vous parlez QVT, donc qualité de vie au travail, dans votre organisation aujourd'hui? Et si oui, du coup, question suivante. Lors de la mise en place du télétravail, donc est-ce que vous avez intégré ces notions de QVCT? On vous laisse répondre avant de
les résultats. Je vois que le nombre de votes augmente toujours. Alors du coup, pour la première question, donc, est-ce que vous parlez de QVT, donc qualité de vie au travail? Donc 82% ont répondu oui. Et donc et pour ces 82%, donc, est-ce que vous avez intégré donc, ces notions de QVCT dans la mise en place du télétravail? Donc il y a oui à 27% et la majorité, donc un non à 41%. Donc, eh ben, voilà, vous allez, Monsieur Contasso, vous présenter les clés justement pour pouvoir évoluer et mettre en place ça dans l'entreprise. Mmh. Bon, moi, je trouve remarquable déjà qu'il y ait plus de 80% des participants qui aient eu une réflexion, enfin, qui sont dans des organisations où il y a une réflexion sur la qualité de vie au travail. Parce que la réglementation est relativement récente, l'accord des partenaires sociaux date de 2013, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est bien introduit dans les organisations. Et il va falloir s'habituer, mais j'y reviendrai un peu plus loin, sur le changement d'acronyme. Qu'est-ce que ça veut dire, comme a commencé à le mettre en avant Fatima, l'articulation entre qualité de vie et des conditions de travail, mais j'y reviendrai un peu plus loin. Donc peut-être pour rentrer sur deux, trois principes sur le télétravail et son articulation avec les enjeux de qualité de vie et des conditions de travail, dire que le cadre juridique vient de nous être présenté, dire que c'est une progression très récente du nombre de salariés concernés. On était à moins de 10 salariés il y a une dizaine d'années. En 2017, c'était à un peu plus. On était toujours dans une zone grise. Il y a eu des périodes de grève, notamment dans les régions parisiennes, où on a vu un nombre croissant de télétravailleurs, hein, du fait de grève des transports. Et la période de confinement a été une transformation remarquable et subie, hein, puisque on est passé à plus de 30% de personnes qui se sont retrouvées en situation de télétravail. Alors cette situation de télétravail, c'était une situation de télétravail, alors pendant ces périodes-là, quand on faisait des enquêtes avant la période de confinement, merci Vincent de passer avant la période de confinement, c'est que le télétravail était donc très limité, mais il y avait des avantages et des intérêts qui étaient partagés, du point de vue des salariés, du point de vue des dirigeants, dans les entreprises qui pratiquaient le télétravail. Alors, parmi les bénéfices mis en avant, bien sûr, il y avait la question de la conciliation des temps, l'autonomie dans le travail, le sentiment d'avoir une efficacité plus grande et d'une diminution de la fatigue, et quelque chose qui était reconnu aussi du côté des dirigeants et des DRH, hein, qui disaient ça responsabilise les salariés, et c'est également un facteur d'engagement. Il y avait deux, trois sujets déjà qui pointaient des facteurs de risque, des points sur lesquels il fallait avoir une attention particulière. C'était la dimension collective, hein, les échanges plus difficiles avec les collaborateurs, les risques psychologiques qui ont été aussi mis en avant précédemment par Fatima. Et puis, un point sur lequel on reviendra, c'est la question du management, hein. Quand les salariés sont à distance, ça implique d'avoir d'autres réflexions sur les postures et les pratiques managériales. Alors cet avantage, on s'est retrouvés au mois de mars 2020, tous un peu confrontés, enfin tous, pour ceux qui pouvaient télétravailler, c'était pas tout le monde, hein, à un télétravail qui était un télétravail en mode dégradé. C'était un télétravail qui était imposé avec une mise en place rapide, un télétravail qui était à temps plein, c'est-à-dire on a évoqué précédemment, hein, cette idée d'alternance de télétravail pendulaire. Là, c'était à temps plein, sans période de retour au bureau, au domicile, dans un environnement qui n'était pas toujours adapté pour le télétravail, et en plus, souvent, où la famille était présente, hein, les enfants ne pouvaient pas aller à l'école, donc des contraintes un peu particulières, et sur la durée, pour des salariés qui n'étaient pas habitués. Donc ça a été une vraie bascule, hein, le télétravail
en mode confiné. Et ce qu'on a constaté, c'est que ce télétravail en mode confiné présentait des risques exacerbés par rapport aux risques qui existent hein, sur le télétravail. Merci Vincent. Des risques renforcés par la situation, donc le risque d'isolement, le risque lié à la charge de travail, hein, avec l'hyperconnexion ou l'infobésité, le fait d'avoir beaucoup d'informations, d'être submergé par de l'information qui arrive en plus par écrit, hein, puisque on est en télétravail, des difficultés pour certains salariés à gérer l'autonomie ou à trouver le bon équilibre entre vie pro et vie perso, et donc les questions de charge de travail, des fois des sentiments, il peut y avoir des sentiments de culpabilité, le fait de ne pas se retrouver son travail utile ou à la hauteur des enjeux ou avec la même qualité qu'on peut avoir au bureau. Et puis des choses qui ont été évoquées précédemment aussi, des risques sur des troubles du comportement, de l'addiction ou des craintes aussi en termes de perspectives d'emploi sur l'avenir de l'entreprise. Et dans certains cas, ça a été aussi évoqué dans la presse, des problèmes de tension familiale. Donc on le voit, il y a des vrais risques hein, qu'il faut anticiper, qu'il faut prévenir hein, dans le cadre du télétravail. Alors, sorti de cette période de confinement et la période intermédiaire qui a suivi, la question c'est, ben, quid du télétravail en 2022? euh, Est-ce qu'on va revenir à un retour au niveau de 2019 qui était relativement faible? Il n'y a plus d'obligation, hein. Et donc, quel est le souhait à la fois des employeurs et des salariés? Est-ce que c'est souhaité? Et est-ce que le télétravail va être un progrès ou un risque à la fois pour la performance et à la fois pour les conditions de travail ou pour la qualité de vie et les conditions de travail? Alors, quand on enquête auprès des salariés, des employeurs, le télétravail arrive dans le top 3, il est même en deuxième rang, des thèmes sur lesquels les entreprises souhaitent négocier, c'est-à-dire souhaitent poser un cadre, puisque là aussi, on l'a vu précédemment, la question du télétravail, ça peut être du gré à gré, hein, du double volontariat, mais dans une organisation, il y a un collectif. C'est intéressant de construire, de poser, d'expérimenter des règles, que ce soit au travers d'une charte ou au travers, à partir d'une négociation avec les partenaires sociaux. Donc la question, c'est comment on glisse globalement vers des organisations hybrides. Alors du côté des salariés, si on passe à la planche suivante, du côté des salariés, il y a une forte volonté des salariés à poursuivre le télétravail, malgré les difficultés. C'est 96, alors ça c'est une enquête, une consultation faite par le réseau ANACT en sortie de crise. Il y a 96% des salariés qui souhaitent poursuivre le télétravail. Et un chiffre qui, lui, pose plus de questions, c'est qu'il y en a près de 4 sur 10 qui craignent de revenir sur site à 100%, hein, qui ont construit des modalités de travail et donc des craintes de revenir, de revenir trop souvent sur site. Donc ça peut poser d'autres questions. Et quand on interroge les salariés sur leurs souhaits vis-à-vis du télétravail, eh ben, c'est des choses qui sont en lien à la fois avec le travail et à la fois avec la qualité des conditions de travail. Donc c'est la réduction du temps de transport, c'est la possibilité de travailler au calme, c'est le fait de se sentir plus efficace dans le travail. Et bien sûr, derrière tout ça, il y a la question de la conciliation des temps qui est importante. Donc, on voit bien, on est en train de glisser vers à la fois des employeurs qui mettent le télétravail dans le top 3 de leurs objets de négociation hein, pour l'année à venir, et des salariés qui ont expérimenté le télétravail et qui, dans une large mesure, souhaitent poursuivre, ce mode d'organisation. Alors, le télétravail, globalement, c'est un défi organisationnel et relationnel. C'est un défi organisationnel parce que ça veut dire, avec une partie tout ou partie des équipes qui sont en télétravail, comment on se coordonne pour garantir la production, la continuité du service, le même niveau de qualité du travail. Et au niveau relationnel, c'est comment on se fait confiance, comment on garde le lien social, comment on continue à coopérer, à communiquer au niveau des collectifs de travail. Et globalement, il y a 5 dimensions clés hein, qui favorisent un télétravail de qualité. C'est bien sûr la question des espaces et des lieux. Tout le monde ne peut pas télétravailler chez soi. C'est est-ce qu'on a un espace dédié? Est-ce que cet espace dédié il peut être aménagé correctement?
Ça pose la question, naturellement de l'articulation des temps, hein. C'est, quelle liberté j'ai dans mon organisation du temps en télétravail et comment je suis disponible pour le collectif en situation de télétravail. Ça pose la question de la maîtrise des outils numériques. Ça peut poser aussi sur les outils numériques des questions de sécurité, des questions de compétences, hein, par rapport aux données de l'entreprise. Et puis les deux dimensions, hein, se faire confiance, le lien social coopéré, qui tourne autour de le maintien d'une dimension collective, hein, comment on continue à participer à la vie d'une équipe, comment on est intégré au collectif de travail, comment on arrive à garder, à stimuler cette dimension collective. Et pour les managers, une vraie question, hein, sur comment on manage à distance, qu'est-ce que ça implique en termes de posture, de nouvelles pratiques, quels sont les actes managériaux qui peuvent se faire à distance et dans quelles conditions. Donc, plein de dimensions sur lesquelles il faut avoir une réflexion dans une logique à la fois de prévention, c'est-à-dire prévention des risques et qualité des conditions de travail, et dans une logique de qualité du travail qui est fourni, hein, de qualité du service et de performance globalement de l'organisation. Les questions qui se posent globalement aux entreprises aujourd'hui, c'est alors, c'est un peu les clés d'entrée, hein, qu'on peut avoir aujourd'hui sur le télétravail, hein. C'est je l'ai expérimenté, comment je fais pour glisser vers un accord ou une charte? Ça peut être, une 1re question. Là, on est sur le registre de la concertation, de la négociation, hein. C'est comment on fait évoluer éventuellement un accord quand on avait un accord ou une charte. Cet accord ou cette charte a été mise à l'épreuve au regard de la crise et comment on fait un retour d'expérience pour faire évoluer ces pratiques. On a la question sur les logiques de prévention autour des 5 dimensions que j'évoquais précédemment, hein, sur comment on évite les impacts négatifs sur les conditions de travail et la performance. Et puis, il y a une logique un peu sur le registre de l'innovation, de l'expérimentation. C'est comment on articule, quel mode d'organisation hybride on met en place, comment on articule le présentiel, le distanciel, comment on fait que le télétravail puisse être un mode d'organisation durable, utile et bénéfique pour l'ensemble des parties prenantes de l'organisation. Alors, et tout ça, naturellement, ce type de besoin, ça nous fait glisser directement sur la question de la qualité de vie et des conditions de travail. Hein. Le télétravail peut apparaître dans certaines conditions comme une opportunité euh, pour produire de l'expérimentation et de l'amélioration sur ces dimensions-là. Alors là, je veux bien faire un petit détour avant de montrer ce qui pour nous est en articulation sur de quoi on parle quand on parle de qualité de vie au travail et de qualité des conditions de travail. Alors, j'allais dire le premier terme, qualité de vie au travail, quand il était posé par les partenaires sociaux, ça visait bien, ça vise d'abord le travail, les conditions de travail, la possibilité de faire du bon travail dans une bonne ambiance. C'est ce que nous avaient dit les partenaires sociaux en 2013. Et ce qu'on a constaté au fil du temps, c'est que derrière le mot qualité de vie au travail, il y avait pour certains les questions du travail, de l'organisation, mais il y avait aussi beaucoup de choses qui tiraient sur ce qu'on appelle les périphériques au travail, euh, c'est-à-dire des éléments de confort, euh, la corbeille de fruits, le baby-foot, l'aménagement de la salle de repos, les cours de sport, etc. Alors, moi, j'ai rien contre ces aspects-là pour les entreprises qui peuvent mettre ça à disposition de ces entreprises. Mais dans le propos des partenaires sociaux, quand l'accord de 2013 avait été mis en avant, on était bien sur le sujet du travail d'abord, hein. C'est de se dire, oui, on peut avoir des périphériques, mais avant tout, c'est bien le contenu du travail et son organisation qui est premier. Et les partenaires sociaux ont réaffirmé ça en posant le terme, en glissant de QVT à QVCT, qualité de vie et des conditions de travail, dans l'accord du 9 décembre 2020 et qui a été repris, comme le disait Fatima, dans la loi santé-travail, hein, en disant que la qualité de vie au travail, son corollaire, c'est la qualité des conditions de travail qui participe à la prévention des risques. Et donc la prévention des risques, c'est la santé, hein, des salariés et la santé de l'organisation. Et derrière la qualité de vie et les conditions de travail, au niveau du réseau Anactaract, on a une modélisation en se disant, ben, c'est un peu quelque chose de systémique, hein, qui touche différentes dimensions. C'est un peu la marguerite que vous avez sous vos yeux, en disant que la qualité de vie et des conditions de travail, c'est des choses qui touchent les relations de travail, le climat social. C'est des choses qui touchent en premier, bien sûr, le contenu et l'organisation du travail.
c'est des choses qui touchent à la santé du travail, à la prévention des risques, c'est des choses qui touchent à l'égalité professionnelle, à la conciliation des temps, aux compétences, au parcours professionnel ou encore au management, et que travailler sur ces différentes dimensions, ça a des effets à la fois bénéfiques pour l'entreprise en termes de performance, de création de valeur pour ses parties prenantes, et des éléments positifs pour les salariés en termes de santé, de bien-être, d'engagement, etc., etc. Donc, vous voyez, la qualité de vie au travail, on touche le travail et on touche les différentes dimensions des conditions du travail au travers de cette marguerite, hein. Vous trouverez des schématisations un peu plus explicites avec plein de détails sur le site du réseau Anactaract et dans les ressources qu'on vous mettra à disposition à l'issue de ce webinaire. Donc voilà de quoi on parle quand on parle de qualité de vie et des conditions de travail. Et derrière, ça veut dire, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a présenté le télétravail, c'est de dire que le télétravail, ce n'est qu'une question de qualité de vie et des conditions de travail. Ce n'est que ça. Parce que quand on regarde du côté du contenu du travail, il faut se poser la question, quelles sont les activités télétravaillables? Toutes les activités ne sont pas télétravaillables. Quels sont les métiers télétravaillables éventuellement? Comment on pose la question de l'autonomie sur le contenu et l'organisation du travail? Comment on réfléchit à l'organisation du temps de travail? Comment on va réfléchir à la charge de travail? Comment on va réfléchir à la sécurité des données? Vous voyez, on a tout un ensemble de questions qui touchent véritablement au contenu, à l'organisation du travail. Sur la santé au travail, alors, je l'ai un peu dit précédemment, mais ça renvoie aux outils, aux moyens de travail en termes de locaux, d'équipements, de capacité de connexion et d'équipements qui soient satisfaisants pour faire un télétravail de qualité. Et ça pose la question de la prévention des risques. Comment je pose la question de l'hyperconnexion, des risques d'isolement, des risques éventuels que peuvent poser les locaux en termes de risques électriques ou de risques un peu classiques qu'on trouve dans les organisations. Donc, vous avez toute cette dimension. Vous avez des questions qui renvoient au collectif et à la coopération, aux relations de travail. Vous avez des questions qui renvoient, alors, sur le management, comment on manage à distance, comment on partage l'information, comment on régule la charge, comment on arrive à favoriser le sentiment de faire équipe avec des salariés en télétravail, comment on manage l'équité entre les salariés. Ça pose des questions sur l'articulation des temps, sur la reconnaissance, sur la compétence, les parcours, la transmission des savoirs, comment les, les choses peuvent s'articuler entre les différents salariés. Vous voyez, c'est le sujet du télétravail. Quand on regarde cette marguerite sur la qualité de vie et les conditions de travail, on voit que le télétravail, il touche toutes ces dimensions, et donc c'est par définition, j'allais dire, un sujet de qualité de vie et des conditions de travail. Après, pour que ce soit véritablement un sujet de qualité de vie et des conditions de travail, c'est la manière dont on va l'aborder. C'est essentiellement ça. C'est comment on va prendre le sujet heu, pour en faire un sujet et une pratique organisationnelle qui soit satisfaisante du point de vue de l'efficacité de l'organisation et j'allais dire du bien-être, de la santé des salariés. Alors, ce que nous dit l'accord des partenaires sociaux, que ce soit en 2013 ou en 2020, c'est de dire il y a 2 ou 3 sujets clés quand on veut promouvoir la qualité de vie et les conditions de travail. C'est que ça se pilote, ça se réfléchit, c'est pas quelque chose qui tombe comme ça une fois, c'est un objet de dialogue social et ça suppose de se poser des questions, d'avoir une démarche qui soit cadrée, de se donner quelques principes. Le 2e point, c'est ça se fait avec les salariés qui vont vivre le télétravail, et donc ça suppose de parler du travail, de se dire qu'est-ce qui est télétravaillable, qu'est-ce qui l'est pas, dans quelles conditions. Et puis un 3e point qui nous paraît important, nous, quand on parle de qualité de vie et des conditions de travail, c'est de tester, c'est d'expérimenter. C'est à la fois de se donner l'opportunité d'innover et l'opportunité de tester de nouvelles choses et de pouvoir évaluer ces nouvelles choses pour pouvoir faire de l'ajustement. Alors le petit schéma que vous avez avant, c'est un schéma qui reprend ces éléments-là, c'est de se dire on a des enjeux en tant qu'entreprise, on fait un diagnostic, c'est d'où on part pas de zéro, on a des choses qui existent, on a des bonnes pratiques, on a des choses qu'on veut conserver, et puis on se dit comment on va expérimenter. Donc sur le télétravail, c'est se donner une démarche, cadrer tout ça, faire un diagnostic partagé, se dire d'où on part, qu'est-ce qui est télétravaillable, dans quelles conditions, et se dire comment on va expérimenter.
Est-ce qu'on commence par 1, 2 jours par semaine? Sur quelles activités? Comment on va expérimenter le fait de faire collectif? Comment on va mesurer l'impact du télétravail sur la qualité, sur l'engagement et la santé des collaborateurs et des équipes, sur la dynamique collective, et comment on va évaluer les pratiques sur la qualité du service rendu. Voilà un peu les points clés, dire que voilà, il y avait une question, et pour nous, du réseau ANAC, c'est vraiment 2 dimensions qui se lient. Et j'ai mis en dernier une ressource, hein, qui est une charte départementale sur le télétravail qui a été élaborée par l'Observatoire du dialogue social de l'Hérault, qui donne des repères pour les entreprises ou les salariés qui veulent se saisir de cette question. Et l'Observatoire du dialogue social a également mis en avant un outil qui permet d'évaluer sa pratique du télétravail. Et donc, j'allais dire, voilà un peu les principes méthodologiques, hein, une fois que pour articuler ces 2 dimensions que sont télétravail et qualité de vie et des conditions de travail. Et en termes de ressources, alors vous en aurez plusieurs à disposition. Ma collègue Aurore, qui a préparé en premier ce document, vous en a mis plusieurs, hein. C'est les types de questions que vous pouvez vous poser pour parler du travail, si on continue, Vincent. Vous avez là le guide méthodologique fait par l'Observatoire du dialogue social, hein, donc avec la DETS de l'Hérault, et un quiz qui permet d'évaluer les pratiques de télétravail. C'est à disposition, il n'y a qu'à cliquer. Et en 5 minutes, vous êtes à même de faire une évaluation de votre pratique de télétravail, de ce qui peut être amélioré dans une logique d'expérimentation. Et puis, vous aurez derrière des outils sur la QVCT, avec une marguerite peut-être un peu plus détaillée que celle que j'ai présentée en quelques secondes. Une plateforme, l'idée, c'est il y a plusieurs ressources qui sont mises à disposition sur la qualité de vie au travail, les conditions de travail. Je m'arrête, Vincent. Je ne sais pas au niveau du timing, je te laisse. On t'entend pas, Vincent. Ou moi, je ne t'entends pas. Pardon, j'avais oublié de réactiver mon micro. Donc, oui, merci Philippe. Au niveau du timing, c'est bon, c'est parfait. On va laisser la parole à Virginie. Et voilà, comme habituellement en fin de présentation, il y a une partie qui est dédiée aux ressources où on vous a remis tous ces kits, tous les liens utiles également qu'on va vous transférer sur le support. Du coup, je donne la parole à Virginie pour son retour d'expérience entreprise. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je prends le relais de l'adresse et de la DRETS et de la RACT Occitanie pour vous présenter donc des témoignages et exemples d'actions d'entreprise. Donc, je vais d'abord vous présenter, je crois que sur la slide suivante, merci Vincent. Je suis Virginie Vacher, je suis consultante ergonome. Je dirige la structure Sim Ergonomie et j'interviens, je suis fondatrice d'un groupement qui s'appelle Ingenium, dont l'objectif est d'accompagner la transformation des organisations des entreprises, avec en intégrant dans 2 grandes dimensions qui sont à la fois la performance technique et organisationnelle, mais également la préservation de la santé, l'intégration des populations au travail et le développement des individus. Je suis également référencée sur la plateforme ReflexQT qui a été présentée, qui est partie donc des ressources qui sont disponibles et qui vient d'être présentée par Philippe Contasso. Donc, dans le cadre de cette présentation, je vais vous faire un focus sur une première entreprise, donc secteur industriel, une seconde, alors secteur tertiaire ou serviciel. Alors, juste pour vous préciser que ces 2 retours d'expérience s'inscrivent dans un dispositif qui s'appelle Objectif Reprise, dispositif OR, qui a été porté par l'ANACT au niveau national courant 2021 pour soutenir les entreprises dans le cadre donc, de la crise sanitaire. Ce premier retour d'expérience sur l'entreprise du secteur industriel va vraiment faire un focus sur la partie diagnostic, donc les constats qui ont émergé dans le cadre de la démarche qui a été, de l'accompagnement qui a été réalisé, tandis que sur la partie servicielle tertiaire, on fera plus un focus sur la construction des solutions, l'expérimentation, un peu dans l'esprit, en tout cas comme vous allez le constater de ce qui a été présenté auparavant,
par Philippe Contasso. Alors, dans le cadre de cette première structure, donc là, on est sur une structure qui ne connaissait pas du tout le télétravail en amont. On est dans l'industrie, une centaine de salariés. Industrie de pointe, c'est-à-dire que c'est une structure qui construit des pièces critiques et très spécifiques pour l'industrie de pointe. Donc, à la fois, elle est dans des opérations de maintenance, sur des besoins ponctuels et d'assistance, mais également sur l'élaboration de projets de conception. Donc, il y a 3 grands pôles, hein, production, qualité, support. C'est une entreprise qui ne connaissait absolument pas la mise en place du télétravail et qui, dans le cadre de la crise sanitaire, a dû y faire face de façon complètement dégradée. Au moment où on entre dans l'entreprise, on est en mai 2021, il y a encore un petit peu de télétravail pour certaines fonctions. Et donc là, la question on est vraiment appelé là sur la question du maintien ou pas du télétravail dans cette structure. En effet, il y a des populations qui ont la possibilité de télétravailler, il y a des populations qui ne peuvent pas télétravailler. Et ça crée une forme d'inéquité, un sentiment de mauvaise perception autour de ceux qui peuvent télétravailler. Donc vraiment, ce qui va se jouer, c'est cette mise en place-là avec un enjeu aussi d'attractivité. Alors, sur quoi est-ce qu'on s'est centré exactement? On a choisi un périmètre. Alors, je dis on parce que nous sommes 2 consultants. Alors, le périmètre dans la structure, donc sur ces 3 pôles, on a choisi le périmètre de production. Alors, en effet, dans la production, c'est là où cette situation un peu d'inéquité se cristallise, puisque en termes de population et de salariés, il y a à la fois des opérateurs et des managers, chefs d'atelier, par exemple, qui sont eux sur le terrain en permanence, et puis des chargés de mission, chargés de projet, des managers N+2 qui, eux, ont la possibilité d'être en télétravail. Donc, c'était vraiment la situation la plus critique dans cette structure. Donc, on a d'abord choisi un périmètre. Alors, quelques points importants sur la façon dont on a structuré en tant que consultant cette intervention. Donc, un point très important pour nous, ça a été de structurer une conduite de projet cohérente et concertée. Donc, concertée, comme vous l'avez indiqué, Philippe Contasso, et également Fatima Lebou, on est vraiment dans une dynamique qu'on invite à la table. On est dans le cadre d'un dialogue social, on invite à la table des IRP. Donc ça, c'était très important de concevoir une démarche en présence d'un dialogue social, avec du dialogue social, pour évidemment dans un but d'appropriation. Et puis une conduite de projet cohérente, ça veut dire pour nous, on arrive en mai, l'entreprise a des exigences de production, il faut absolument qu'on ait fini notre intervention au mois de juillet. Donc, il a fallu s'organiser pour qu'on puisse trouver des dates, pour structurer le dispositif, et notamment une personne ressource qui a pu coordonner notre recueil de données sur le terrain, les entretiens qu'on a pu avoir avec les différentes personnes. Donc ça, c'est vraiment très important d'arriver à avoir cette cohérence, cette coordination avec une planification et un dispositif qui est partagé à la fois du point de vue des consultants et du point de vue de la structure. Alors, l'autre point qui est très important pour nous, ça a également été évoqué par Philippe Contasso, c'est que nous, on n'est pas du tout là pour faire table rase du passé. On va s'appuyer sur ce qui est fait et on va le valoriser. Le retour d'expérience sur ce qui est fait, ce qui a été fait, et également les projets qui sont à venir. Ça, c'est très important parce qu'on est vraiment dans une dynamique de co-construction. On n'est pas des experts qui arrivons avec problème égale solution, une solution clé en main, sur étagère. Non, l'objectif pour nous, c'est vraiment d'arriver avec une approche qui va venir défendre le point de vue du travail, c'est-à-dire on va partir évidemment des difficultés, mais on va essayer de comprendre, non pas, on va essayer de comprendre par contre ce qui va générer, ce qui est à l'origine de ces difficultés, et on ne va pas uniquement se baser sur le comportement individuel, mais on va vraiment essayer de regarder ce qui, dans le travail, quelle dimension vient générer ces comportements. Et puis un troisième point aussi important, c'est que on a un temps qui est limité en tant que consultant, donc il y a vraiment un enjeu pour nous de trouver les situations, les moments, le recueil de données qui va être le plus pertinent possible, pertinent mais aussi fiable. C'est-à-dire que du point de vue des salariés, des salariés de la direction, de la structure, de pouvoir être discutable et de pouvoir être fiable pour que ça soit partagé, discuté, que ça soit vraiment de la donnée qui soit crédible. Donc ça, c'était très important pour nous de travailler ce périmètre. Pour la slide suivante, Vincent, merci. Alors, donc, je vous présente quelques éléments sur les 2 slides suivantes, vraiment un zoom sur un élément de diagnostic. Donc, on a parlé tout à l'heure des problématiques donc, dans cette structure et dans ce service autour de l'équité et du contrôle. Donc là, je prends l'exemple de la disponibilité de la personne, du salarié qui est en distanciel par rapport au moment où il est en présentiel. Je rappelle que dans cette structure, il y a ce qui nous est exposé, c'est qu'il y a un télétravail qui est partiel, qui est à peu près d'1 ou 2 jours par semaine, qui s'est mis dans le cadre
la botte dégrade. Donc, au moment où on arrive sur le terrain, on se retrouve dans la situation suivante. Donc, vous avez à gauche de la slide le manager, l'opérateur qui eux sont sur site, qui viennent solliciter la personne qui est à droite de la slide, le chargé de mission, qui lui est en télétravail, de façon ponctuelle. Ils n'arrivent pas à le joindre. Donc, les gens qui sont sur site disent, voilà, partie, en tout cas, c'est un point de vue en tout cas qui est remonté, disent, bah voilà, moi je n'arrive pas à le joindre, donc du coup c'est moi qui prends en charge la tâche qui est à réaliser, la mission, ou alors du coup la réponse est bloquée et ça donne une mauvaise image au client. Donc moi je ne suis pas satisfaite du fait que il y a un tiers qui soit en télétravail. Du côté de la personne qui est en télétravail, de la fonction, les parents, ces missions, dit oui, mais en fait, cette situation, elle est déjà existante, puisque moi, quand je suis chez le client, je ne suis pas joignable, je ne suis pas sur site, je ne suis pas joignable non plus. Ensuite, le deuxième élément qui est ramené, c'est qu'il y a des missions qui nécessitent de la concentration, qui sont plus confortables du point de vue de la performance à réaliser en télétravail, parce quand on est sur site, on est plus souvent interrompu. Et enfin, il y a un autre élément qui ressort de ce qui est dit, du relaté, qui est, en fait, je me rends compte qu'il y a des questions sur lesquelles les personnes qui sont sur site sont tout à fait en capacité de répondre parce qu'ils ont l'information et qu'il y a pas, voilà, on est plusieurs à détenir la même information. Donc tout ça, ça vient questionner, c'est au centre, le rapport au besoin. Quel est le besoin qui est émis par le client? Quelle est la nature de ce besoin? Est-ce que c'est de l'urgence? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut reporter? Ça vient aussi, bien entendu, questionner les impacts sur le processus, qui va faire la mission, qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence pour celui qui a par ailleurs d'autres missions à réaliser, d'avoir une mission en plus ou à la place. Et ça vient également questionner les régulations, c'est-à-dire quand on est face à une situation où on n'a pas de réponse, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va passer 3-4 coups de fil pour arriver à joindre la personne qui a l'information pour la transmettre au client? Est-ce qu'on reporte? Quelle est la stratégie qu'on met en place? Est-ce que du point de vue de la personne qui est en télétravail, finalement on annule son jour de télétravail qui était prévu pour rester sur site pour pouvoir faire face aux difficultés, etc. Donc ça pose un certain nombre de questions et c'est le recueil de données qu'on va réaliser, de données tangibles, de données factuelles, qui vont pouvoir permettre d'identifier et choisir les conditions d'un télétravail acceptable. Donc pour poursuivre et clôturer ce zoom sur cette entreprise, en fait, quand on part de cet état de fait, de constat que je viens de vous exposer, en fait, quand on vient questionner sur le terrain, quand on vient recueillir de la donnée, on se rend compte qu'en fait, ce qui vient générer ce problème-là, en fait, il est antérieur à la problématique du télétravail, il vient cristalliser une situation qui était déjà présente avant. Et il vient en fait questionner des dimensions plus organisationnelles, qui sont la question de la répartition des projets auprès des chargés de mission. Donc, ils ont un portefeuille de clients avec différents types de projets, comme je l'indiquais, des projets qui sont plutôt de conception, plus longs, plus courts de maintenance en fonction des besoins. Donc, ça vient questionner la répartition de ces projets auprès de l'ensemble des chargés de mission. Et ça vient aussi questionner la façon dont l'information est traitée, qui la détient, comment elle est tracée, comment elle est transférée d'une personne à l'autre pour pouvoir justement faire face à la variabilité des situations. Donc, on voit bien qu'on est dans un questionnement QVCT. Je reprends des éléments de la rosace ou de la marguerite qui a été présentée. On voit bien que cette démarche-là vient questionner à la fois le contenu et l'organisation du travail, le management, les relations également, et les compétences et parcours professionnels. En effet, je ne l'ai pas précisé, mais dans les chargés de mission, il y a des personnes qui sont plus expérimentées que les autres, ce qui est aussi le cas sur le terrain, du point de vue des managers et des opérateurs, ce qui vient aussi, qui rentre dans la boucle de la manière dont on se saisit de la question organisationnelle. Donc, on voit bien qu'on part d'une problématique télétravail et qu'on vient faire émerger d'autres dimensions qui vont être à traiter. Et en fait, on voit que dans cette structure, la mise en place de cet accord télétravail va nécessairement être accompagnée d'une réflexion sur l'organisation du travail et là, en l'occurrence, des modalités de fonctionnement. La slide suivante met simplement en évidence du point de vue de résultats qu'on a pu obtenir. Donc, nous nous situons, donc nous les deux consultants et nos 6 jours d'action se situent entre la phase 1 et la phase 3. Donc, à l'issue de la phase 3, c'est l'entreprise qui, elle, a pris les choses en main, qui s'est gérée après les préconisations que nous avons posées. Donc, ce à quoi on a pu aboutir. Premier point qui était très important, c'est une vision partagée sur les conditions de mise en place du télétravail. C'est-à-dire que c'est vraiment le dysfonctionnement qu'il faut traiter du point de vue organisationnel, entre autres, sur lequel on a axé la réflexion, partagée à la fois par ceux qui sont sur le terrain, ceux qui le sont. Et également, on a pu mettre en place des conditions à intégrer à la rédaction de l'accord de télétravail qui est en cours d'expérimentation. Alors, ces conditions à intégrer, en fait, elles ont été questionnées par l'entreprise dans le cadre d'EDT, c'est
l'acronyme en bas à droite de en bas de la phase 4, espace de discussion sur le travail, car dans les préconisations que nous avons réalisées à la suite de ce diagnostic, de ce constat, ça a été de faire à l'entreprise, et animé par l'entreprise, avec l'appui évidemment d'une documentation et puis de conditions qu'on avait posées, des espaces de discussion sur le travail qui, en traitant du sujet du télétravail, c'est-à-dire des jours télétravaillables, de leurs prévisions, de renvoyer à des modalités de fonctionnement. Et le retour a été très positif, puisqu'on sait qu'on a eu des nouvelles de la structure fin 2021. Et ces EDT ont pu produire une ébauche donc d'accord télétravail et une acceptation sous condition, bien entendu, sous condition des activités qui sont télétravaillables, de leur planification et surtout de façon partagée par l'ensemble des salariés, à la fois côté opérateur avec des fonctions plutôt non télétravaillables et d'autres télétravaillables. Alors je fais cette précision-là parce que parmi ce qui a été questionné dans les EDT, ça a été la possibilité que des fonctions non télétravaillables parviennent de façon ponctuelle à devenir télétravaillables sur certaines missions. Donc ça aussi, c'est des choses qui ont commencé à être questionnées dans la discussion qu'il y a eu. Merci. L'autre entreprise, donc on est dans le secteur donc des services. Alors il s'agit donc là de faire plutôt un zoom sur la construction des solutions. Donc là, c'est une structure, c'est totalement différent. On est dans une structure où là, il n'y a aucun problème d'acceptation du télétravail. Alors, c'est une structure qui ne connaissait pas du tout le télétravail avant la mise en place en mode dégradé. C'est une structure d'une 40aine de salariés qui s'inscrit dans l'insertion sociale. Alors, en fait, c'est une structure qui a pour objectif à la fois de piloter et d'animer des dispositifs d'insertion sociale. Donc, ça, c'est la partie support de la structure. Et il y a une partie donc opérationnelle dans cette structure qui vise à faire le lien entre les bénéficiaires qui ont besoin donc de s'insérer professionnellement et les entreprises qui sont à la recherche de personnes pour occuper des postes. Donc ça, c'est une partie donc, de mise en relation qui est occupée par la partie de la fonction opérationnelle. Donc on est une 40aine de salariés, une mise en place dégradée dans le cadre sanitaire, des salariés qui sont passés à 100% télétravail pendant plusieurs mois et qui sont retournés progressivement sur le site. Donc là, on est au mois de septembre, quand on rentre dans la structure, septembre 2021, pardon, à peu près. Et donc là, l'enjeu, le télétravail n'est pas discuté, c'est acquis. Par contre, c'est comment est-ce qu'on va réussir à mettre en place une organisation hybride, c'est-à-dire un télétravail, voilà, comme ça a été évoqué, une partie télétravail, une partie sur site, sachant que ça a été aussi évoqué dans les phénomènes, avec parfois des salariés qui ont des difficultés à revenir sur site et qui ont pris des habitudes en télétravail. Et donc, il y a vraiment cette volonté de trouver de façon concertée les meilleures modalités à mettre en place pour cette organisation hybride. Alors, une méthodologie un petit peu différente, donc tout à fait dans le même esprit avec les bases de l'accompagnement précédent. Mais par contre, là, on s'est plutôt intéressé à l'ensemble de la structure. Il y a une 40aine de salariés. On a fait le choix de faire des entretiens collectifs parce que tout le monde était concerné, des opérationnels en passant par le support et la direction. Et ces groupes de travail ont été réalisés, donc ces entretiens collectifs ont été réalisés en présentiel. Et ils ont été suivis, c'est là-dessus que je voudrais avancer vous présenter le retour d'expérience, sur un des groupes de travail de mise en pratique, c'est-à-dire de mise en pratique de construction de solutions. Et c'est là où on s'inscrit complètement dans une démarche QVT, c'est-à-dire QVCT, comme elle vous a été présentée, c'est-à-dire que bien sûr on fait un état des lieux, mais derrière on vient construire et expérimenter des solutions dans le cadre d'un dispositif concerté, puisqu'à la table, il y avait des représentants des instances représentatives du personnel. Alors, donc, du point de vue des résultats de cette construction de solutions, nous avons proposé 2 types d'ateliers. Un premier atelier qui questionnait, qui questionne, en groupe de travail, le contenu des missions et les moyens matériels. C'est-à-dire, il s'est agi d'élaborer une grille de recueil de besoins qui était liée et articulée avec le contenu des tâches et les moyens nécessaires pour les réaliser, qu'on soit au bureau, sur site, ou en télétravail. Donc, il y a eu un enjeu de coproduction de grille, c'est ce que je vais vous présenter. Puis un deuxième atelier qui s'est tenu, important, également, en termes de planification. C'est-à-dire que quand on prévoit du télétravail et une organisation hybride, il y a tout un enjeu de planning. Il y a le planning prévisionnel
il y a le planning de la gestion d'aléas. Quels vont être les critères acceptables de planification en amont, donc la planification professionnelle, mais également les critères acceptables de la gestion d'aléas ponctuels qui vont faire que la personne a prévu d'être en télétravail et finalement, elle doit venir au bureau ou chez le client, en l'occurrence ici, puisqu'il y a aussi une condition servicielle dans cette structure, ou alors elle avait prévu d'être au bureau et elle reste en télétravail. Donc, cet enjeu de structuration de planification était très important. Donc, pour vous présenter les résultats du premier groupe de travail. Donc là, vous voyez, c'est une grille qui a été coproduite. Donc, une grille qui est finalement assez classique. Vous avez donc différentes colonnes. Donc, la première colonne complètement à gauche qui vient classer sous forme de rubrique les différents types d'activités. Une colonne, la colonne suivante qui est à compléter donc par pôle et à décrire, donc à discriminer donc par pôle, parce qu'il y a évidemment des différences entre les différents pôles ou services. Une colonne qui indique la faisabilité les conditions, donc pardon, la faisabilité d'activité en télétravail, et également les conditions sur les colonnes suivantes, à la fois les conditions de réalisation, les conditions temporelles, la partie impact vie perso, vie pro qui est également questionnée dans cette grille, et enfin une dernière colonne qui indique un niveau de télétravaillabilité de l'activité, ici avec 3 niveaux qui ont été définis, facile, avec contrainte ou difficile. Alors ce qui est intéressant dans cette grille, c'est la slide suivante. Merci. Alors, ce qui est intéressant dans cette grille, c'est la façon dont elle a été construite et la façon dont elle a été utilisée. C'est-à-dire que dans la colonne complètement à gauche sur les rubriques, on voit que la classification ne s'est pas faite par mission, mais la classification, elle s'est faite par la contenu des missions, par la façon de les réaliser. Alors, je prends un exemple, les missions ont des titres, mais là, ce qui a intéressé le collectif qui a construit cette grille, c'est de dire, voilà, il y a des missions qu'on réalise en collectif, il y a des missions où on est en face à face, il y a des missions où nous sommes seuls avec interruption, seuls sans interruption. Donc, on part de la façon de faire le travail. Ensuite, un deuxième point qui est intéressant, c'est les besoins qui sont nécessaires à la réalisation des activités, donc des besoins techniques, organisationnels, mais aussi en termes d'espace et de temps. C'est la colonne suivante. Ils ont été définis à l'aide d'une notice. Et cette notice, elle a été produite dans le cadre de l'état des lieux. Donc, on s'appuie sur des données fiables, partagées en amont. Cette notice, c'est par exemple d'indiquer que quand on est dans un bureau à 3, eh ben, c'est difficile de faire une activité qui va être seule et en interaction avec un tiers quand on a des coups de fil à passer. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme organisation spatiale pour pouvoir permettre à l'ensemble des protagonistes de pouvoir réaliser leur activité, mais sans se gêner. Donc, voilà, par exemple, comme élément d'intégration à prendre en compte. L'intégration d'une colonne sur les impacts vie professionnelle et vie pro, on en a parlé. Et enfin, le point qui était intéressant à aborder, c'est qu'on a élaboré donc, ce modèle à la base avec une notice et il y avait vraiment un enjeu de passation. C'est-à-dire que ce modèle, une fois qu'il a été, cette trame, une fois qu'elle a été produite, bah, l'idée, ça a été de la faire passer dans chaque service, d'en faire une première évaluation. Et à partir du moment où elle était passée, il y a des actions, il y a des priorisations des besoins qui ont émergé. Il s'agit donc de prioriser ces besoins pour les transformer en actions. Et ce sont ces actions à mener qui ont été priorisées pour venir tester ce mode hybride. C'est-à-dire que le mode hybride qui est prévu, il peut se mettre en place sous conditions. Et ces conditions, ce sont des conditions techniques, organisationnelles et spatiales qui ont été hiérarchisées, qui ont été priorisées par le groupe de travail et ensuite présentées au groupe projet. Donc, il y a vraiment l'outil, il y a toute la manière dont il a utilisé, dont la structure et les salariés s'en sont saisis pour pouvoir en faire un outil opérationnel proche de la réalité, à partir de la réalité du travail, pour mettre vraiment en évidence l'ensemble des situations, enfin, le plus possible, auxquelles les salariés font face, et pour pouvoir avoir la construction d'actions et de modalités partagées. Merci. Donc, un dernier élément ici, pour conclure ce retour d'expérience sur les résultats. Donc, avec pareil, donc un planning ici, un planning élaboré. Donc, nous sommes intervenus, donc 2 consultants de la phase 1 à 3. Et ensuite, expérimentation, donc la passation de la grille au sens propre du terme dans les services et l'élaboration de l'outil de planification a été réalisée à partir du mois de janvier jusqu'au mois d'avril, puisque là, on a eu des nouvelles récemment de l'entreprise qui nous a indiqué que le projet de charte était en cours, qu'elle avait été rédigée sur la base donc de principes de pilotage de cette organisation, sous conditions de moyens, c'est ce qu'on vient d'évoquer à l'instant, à mettre en place aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qui a été hiérarchisé, mais également des moyens à mettre en place dans le futur. Alors, par exemple, un des moyens qui avait été bien mis en évidence, notamment sur la fiabilité des données informatiques,
il y avait un enjeu d'identifier les capacités de la structure à pouvoir avoir des modalités de protection, qui était un enjeu très prioritaire, pour pouvoir mettre en place des conditions de réalisation de l'hybride. Voilà, pour donner une des conditions, de la même manière qu'une autre condition en termes de critères acceptables, notamment sur des principes de pilotage, était qu'est-ce qui va être acceptable du point de vue de la direction et du salarié pour qu'on bouge un jour de télétravail, alors qu'il a été prévu. Puisque le choix de la structure, ça a été de dire on met des jours prévus de télétravail, on les identifie, et de façon ponctuelle, acceptable, sur les critères partagés, on va bouger ces jours, avec des délais, avec des impératifs, avec certaines conditions qui ont été donc chartées, qui sont aujourd'hui dans une charte. Voilà. Alors, un dernier point pour vous indiquer que, alors je parle sous contrôle de Vincent Garneau et de Yann Bogarolas dans le cadre d'ateliers Ça sera représenté un peu plus tard dans Très bien, parfait. Donc, qui va être présenté un peu plus tard dans le webinaire. Merci. Juste le save the date, c'est un teasing pour tout. On va passer du coup la parole à Lilian Fourcadier de la CCD Tarn pour le retour d'expérience sur les tiers-lieux, puisqu'ils sont accompagnés depuis longue date par nos collègues tarnais. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Bon. Donc, je me présente, je m'appelle Lilian Fourcadier, je suis chargé de mission numérique à la CCI du Tarn, mais surtout, pour aujourd'hui, je vais plutôt me présenter comme étant animateur d'un réseau de tiers-lieux de coworking, de télétravail dans le Tarn, qui s'appelle Coworking Tarn, qui comprend 7 tiers-lieux collaboratifs. Et la CCI assure une mission d'animation et de communication pour eux, mais chaque tiers-lieu est indépendant. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter un peu qu'est-ce que c'est un tiers-lieu. Qu'est-ce que c'est un tiers-lieu aujourd'hui, surtout des fois un tiers-lieu urbain, un tiers-lieu rural, et aussi vous parler de quel est l'intérêt pour vous et vos salariés de télétravailler ou d'aller travailler dans ce type de tiers-lieu ou d'utiliser ce type d'établissement. Alors, pour démarrer, on va aller très vite. Hein, je vais vous faire une petite définition, parce que une petite définition qui est la première définition qui existe depuis 1989, hein, qui est celle d'un sociologue américain qui s'appelle Ray Oldenburg, qui dit qu'un tiers-lieu, c'est des lieux qui ne relèvent ni du domicile ni du travail. C'est des lieux hybrides qui se situent entre l'espace public et l'espace privé, contribuant ainsi au développement économique et à l'activation des ressources locales. Ben, c'est exactement cette idée de tiers. C'est le troisième personne, c'est le tripartite. Et le tiers-lieu, c'est vraiment à ça qu'il va servir. C'est à servir à faire le lien entre la partie vie privée et la partie entreprise. Alors, maintenant, si la définition de dater de 1989, il s'est passé beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que c'est un tiers-lieu de nos jours? Ben, au fondement, c'est avant tout un espace de travail partagé qui va se situer entre plusieurs catégories de personnes. On va y retrouver des salariés, on va retrouver des travailleurs indépendants et des porteurs de projets, avec un objectif de mutualiser des outils, de mutualiser des besoins. On peut y louer souvent un bureau pour une demi-journée, pour une journée, y laisser des affaires, avoir un lieu de convivialité et s'en servir comme élément nomade. Alors aujourd'hui, on retrouve deux grandes catégories de tiers-lieux, les tiers-lieux dits urbains et les tiers-lieux dits ruraux. Donc urbains, effectivement, on est vraiment dans ceux qui sont dans les villes, les grandes villes, dans lesquelles on retrouve vraiment cet esprit, entre guillemets, de coworking, avec l'idée de retrouver des indépendants et des porteurs de projets qui souhaitent travailler entre eux et justement, aujourd'hui, mettre en place toute une démarche de coproduction. Et après, on va trouver les tiers-lieux ruraux, qui sont eux plutôt là pour répondre à des problématiques de déplacement, à des problématiques effectivement de zones blanches, notamment sur les problématiques liées au débit, et qui vont être aussi des lieux pour permettre aux gens de se rencontrer et sortir très souvent comment dirais-je, les aider à sortir de chez eux, à rencontrer d'autres personnes. Ce qui est assez drôle, attends, reviens en arrière s'il te plaît, ce qui est assez drôle, c'est que certains de vos personnels nomades ont déjà recours à un tiers-lieu.
Et sans qu'on le sache, et peut-être pas dans les meilleures conditions, parce qu'aujourd'hui, on est assez nombreux sur ceux qui sont amenés à se déplacer, à s'arrêter aujourd'hui dans un fast-food. Et un fast-food, très souvent, ben, il y a du Wi-Fi, il y a une prise électrique, on peut y commander un café, et je peux y travailler quelques heures. Effectivement, certains d'entre nous, moi le premier, je me retrouve souvent dans ces situations quand je suis en déplacement. Le problème, c'est que je ne suis pas dans une situation optimale pour travailler et ce n'est pas un lieu qui est fait pour ça. C'est juste un lieu où, au départ, je suis juste là pour me restaurer parce qu'il ne faut pas oublier que c'est avant tout un restaurant. Alors, quels sont les avantages d'Interior pour les entreprises et les salariés? Ben déjà, c'est la flexibilité parce que c'est un endroit où on ne paye que le temps que l'on consomme. C'est-à-dire que si j'ai un salarié ou si je souhaite que quelqu'un y aille de temps en temps, c'est-à-dire une fois par mois, ça sera une fois par mois. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des charges fixes, on est vraiment sur des choses que on estime intéressantes à mettre en place. Deuxième point, c'est une infrastructure. Comme je le disais, on va retrouver là-dedans effectivement des notions de haut débit, des possibilités d'impression, des notions de consigne, des notions de bureau de convivialité. On va y retrouver aussi du partage de certains outils dans certains cas. Donc on va être dans un environnement qui va être comme au bureau, mais déplacé sur un lieu tiers. Point important et qui a posé beaucoup de problèmes pendant le confinement et sur lesquels les tiers-lieux ont vraiment travaillé, qui est la notion de sécurité. Donc la logique qu'effectivement, on fait travailler les collaborateurs dans des établissements qui respectent scrupuleusement, et je tiens à dire scrupuleusement parce que j'ai vu comment ils ont fait, les protocoles sanitaires en vigueur et faire en sorte de protéger les gens qui venaient travailler dans les lieux et s'adapter à chaque fois aux normes qui sont nécessaires. L'autre point, c'est effectivement une ambiance qui est propice au travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve en général dans des lieux qui proposent une ambiance plutôt stimulante, avec une déco un petit peu sympa, et surtout avec du matériel pour pouvoir travailler, et notamment des conditions de confort qui font qu'on travaille dans d'excellentes conditions et avec la concentration nécessaire. Un point dont on parle peu, c'est aussi un gain d'image pour l'entreprise. Parce que souvent, le fait d'avoir des salariés qui télétravaillent dans un tiers-lieu, les salariés deviennent ambassadeurs de l'entreprise et donc du coup véhiculent une image très très positive et montrent que l'entreprise est effectivement dans une mouvance très intéressante. La collaboration, ben, effectivement, les tiers-lieux au fondement sont faits pour ça. On va pouvoir y trouver des éléments de collaboration, la possibilité de rencontrer d'autres personnes, d'échanger avec d'autres acteurs économiques et de créer des liens. Souvent, dans certains tiers-lieux aussi, se retrouvent adossés des Fab Labs, donc, qui peuvent aussi être des éléments intéressants dans certains cas pour certaines entreprises. Et après, et c'est tout le sujet de ce webinaire, c'est aussi un moyen de travailler la qualité de vie au travail, dans le sens où c'est un endroit tiers où le salarié va pouvoir travailler, où il sera moins stressé parce que moins de trajets, moins d'embouteillage, plus de sociabilisation, il ne sera pas que chez lui. Et effectivement, si on reprend l'idée du Covid, il n'est pas chez lui avec ses enfants. On sait qu'il va travailler dans de très bonnes conditions, qu'il va pouvoir y laisser des affaires, parce que certains, effectivement, quand ils travaillent de chez eux, restent dans des environnements où ils n'ont pas de réel bureau, pas de réelles conditions idéales pour pouvoir travailler. Et on voit bien que le tiers-lieu répond à pas mal de ces problématiques. Et donc, qui répondent aux problématiques, effectivement, du travail nomade ou du télétravail à domicile, qui peut être délicat dans certains cas, notamment pour des gens qui habitent un peu dans des milieux ruraux où il y a encore des zones blanches. En théorie, on devrait bientôt plus en avoir, mais à ce qui paraît, il y en a encore. Donc effectivement, si vous devez choisir, si vous devez essayer cette méthode d'essayer de travailler dans un tiers-lieu, ben, je vous ai mis 8 points sur lesquels il faut être vigilant. Déjà, le premier point, c'est impliquer le salarié dans le choix du tiers-lieu. Lui imposez pas, parce que sinon, on va être sur un effet qui va être contre-productif. Au contraire, l'intégrer, parce que peut-être que lui, il avait vu un tiers-lieu qui lui semblait plus intéressant pour lui que d'autres, même s'il est un petit peu plus loin que chez lui. Vérifier aussi la proximité des transports en commun et du parking.
Parce que si c'est pour aller dans un tiers-lieu où il n'y a pas de parking et que le salarié doit tourner pendant une demi-heure pour se garer, on ne répond pas aux problématiques de QVT. Veillez à ce que les spécificités du lieu soient en phase avec votre entreprise. Souvent, certains tiers-lieux ont des, comment dirais-je, des spécificités de type peut-être des tiers-lieux qui sont plus orientés sur l'ESS, l'économie sociale et solidaire, d'autres qui sont plus orientés sur des gens qui vont être présents sur la partie technologique. Donc peut-être aussi regarder et essayer de voir des endroits où on va retrouver peut-être à l'intérieur des salariés ou des entreprises qui correspondent plus à votre écosystème et avec lequel il y a plus de possibilités de collaboration. Assurez-vous de la présence d'un animateur. J'ai mis animateur entre guillemets, ou j'aurais pu dire aussi concierge. C'est ce côté de se dire qu'aujourd'hui, votre salarié ne se retrouve pas non plus tout seul dans un lieu, et s'il a un problème, eh bien, il n'a aucune solution, et il est obligé de rappeler, d'appeler quelqu'un pour qu'il vienne l'aider. Imaginons que l'imprimante ne fonctionne pas ou quoi que ce soit. Donc là, l'idée de ces tiers-lieux avec un animateur, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est là pour accompagner votre salarié et faire en sorte que ça se passe pour le mieux. Bien sûr aussi se renseigner sur les amplitudes horaires et les possibilités d'accès. Certains tiers-lieux permettent aux utilisateurs d'accéder au lieu en dehors des ouvertures. Ce qui veut dire que si on a une réunion très tôt parce qu'on doit faire une conférence avec un pays étranger, on peut le faire en toute sécurité. Ou qu'on a un besoin d'aller travailler ou récupérer des affaires un week-end, ça ne pose pas de problème. Bien sûr, être vigilant aux services proposés, la qualité d'Internet, est-ce qu'il y a des consignes, l'ergonomie des bureaux, tout ce qui va faire que votre salarié va se sentir bien et va faire en sorte qu'il se trouve dans un environnement qui sera aussi proche, voire aussi bien que ce qu'il a au travail. Autre point, s'il a besoin effectivement de faire des rendez-vous, parce qu'on peut avoir besoin de faire des rendez-vous ou faire un rendez-vous téléphonique ou une visio en étant un petit peu à l'écart dans le tiers-lieu, c'est regarder s'il y a bien la présence d'un bureau de courtoisie, un lieu qui permet de s'isoler du reste du monde et de jouer la confidentialité. Et le dernier point, effectivement, ça revient un peu à ce que disait Philippe, commencer par un test, rien formaliser, commencer par un test, voir si c'est concluant. Et une fois que le test est concluant, une fois que le salarié et vous êtes satisfait de ce qui se passe, contractualisez avec le tiers-lieu. Il y a plein de solutions pour démarrer aujourd'hui à la journée ou à la demi-journée pour faire des tests. Donc, testez, 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 et vous verrez si ça correspond à votre usage ou pas. Ou si c'est le bon tiers-lieu ou pas. Et le dernier point, qui est sans doute un des points les plus intéressants, c'est qu'il faut savoir que l'Occitanie, aujourd'hui, est la deuxième région française en nombre d'espaces de coworking et de télétravail après l'Île-de-France. Il y en a énormément. Donc, on vous a mis une petite ressource, un lien vers un site qui s'appelle Tiers-lieux Occitanie, qui recense l'ensemble des tiers-lieux présents en Occitanie. Et vous allez voir qu'on va retrouver effectivement cette notion de tiers-lieux très urbain et cette notion de tiers-lieux très ruraux. Aujourd'hui, c'est des outils qui, à mon sens, sont sous-exploités par les entreprises et qui peuvent répondre à énormément de problématiques. Mais ça, l'idéal, c'est que vous vous rendiez compte par vous-même et peut-être que vous fassiez quelques tests. Parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que finalement, ce n'est pas vos salariés qui vont avoir une demande de tiers-lieu, parce que très souvent, ils ne le connaissent pas, ils ne le savent pas. Et ça peut être un élément qui va répondre à des problématiques que vous avez, qui peuvent être des problématiques tout simplement immobilières, parce que vous avez des fois des problèmes de bureau, pas assez trop de personnes à un moment donné, pas assez de bureaux disponibles. Donc, le tiers-lieu permet finalement de rajouter de la modularité et de la flexibilité à votre travail, tout en répondant aux besoins que vous avez d'avoir un salarié qui s'exprime et qui ait toute l'attention nécessaire pour travailler le mieux possible. Parce que quelque chose qu'on a remarqué aussi, c'est que de nombreuses personnes n'arrivent pas à travailler de chez eux. Ils ont toujours un élément perturbateur, ainsi de suite. Et des fois, c'est très compliqué le télétravail à domicile pour certains salariés. Et donc, effectivement, le tiers-lieu permet d'être ni au travail, ni chez soi, et donc d'être dans une ambiance qui favorise un petit peu plus ce type de télétravail. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Lilian.
Du coup, je vous propose de vous présenter donc comme habituellement les prochains rendez-vous. Donc on se retrouve sous un mois avec on va dire un horaire habituel. Donc le jeudi 12 mai sur le risque de chute en hauteur qui sera spécifique aux entreprises du BTP. Voilà, en suivant donc le 9 juin, nouvelle loi travail, ce qui change en matière de santé et sécurité au travail avec un zoom particulier sur le document unique. Et du coup, il y a Yann qui va vous présenter donc l'atelier euh, qui sera organisé donc dans le cadre de notre partenariat CCI Occitanie, DRETS Occitanie, et qui sera réalisé sur la CCI de Toulouse. Donc bonjour à tous. Donc l'atelier qui est prévu le mardi 21 juin de 9 h à 12 h 30 ayant pour thématique en fait c'est la poursuite de la présentation de cet après-midi où on va rentrer un peu plus dans les détails de l'organisation et dans la mise en place d'un télétravail dans le cadre de l'amélioration aussi des conditions de vie et de qualité au travail et pérenniser ce télétravail, donc avec l'apport donc de Virginie Vacher qui sera donc une intervenante que vous avez vu tout à l'heure, qui officiera lors de cet atelier, avec pour objectif, vous avez un peu la présentation, présenter un dispositif d'aide à la mise en œuvre et au suivi de l'évolution de l'organisation hybride et capitaliser les enseignements de l'atelier vers une mise en action. Donc voilà, pour toute personne intéressée sur cette activité, sur cet atelier. Donc c'est un atelier qui fait partie des opérations financées dans le cadre de l'opération avec la DRETS dans le cadre du plan régional santé au travail. Et donc pour toute entreprise intéressée, je vous invite à m'envoyer donc un contact inscription si vous avez des questions au mail qui est indiqué en bas de la présentation. Si vous avez besoin de plus d'informations et si vous voulez vous inscrire, bien entendu, voilà, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Très bien. Dans la dernière partie, vous aurez la possibilité également de vous faire connaître dans le questionnaire d'insatisfaction pour savoir si vous souhaitez voilà, avoir des informations ou déjà vous préinscrire pour cet atelier. Oui. Cet atelier, On a fait quelques rappels pour les questions du Pardon. coup. J'ai Je pas crois que monsieur Philippe voulait parler. Attends. Oui. non, je voulais juste souligner que cet atelier se déroulera pendant la semaine pour la qualité de vie au travail, pendant la Voilà, c'est ce que j'oublie. Vous avez bien fait de le dire. Merci beaucoup. 21e C'est semaine vrai. pour la qualité de vie au travail. C'est vrai. Une belle opportunité. Ça Voilà. va être l'espace du pour, je pense. Oui, au niveau des questions, alors je pense que vous avez été tous très clairs, mais d'habitude, on a quand même quelques questions. Alors, je ne sais pas si les gens ont été un peu plus timides que d'habitude ou pas. J'ai pas noté de questions à mon Là, il y niveau. a une question qui vient. Il y a des questions, je crois. Ah, voilà. Bah, du coup, c'est vrai que je ne suis pas focus que sur le chat. Donc, bah, je te laisse la présenter, Yann. Je vais rebalayer. Moi. Je la lis parce que c'est un peu long. Alors, la prise en charge. Alors, oui, merci à vous pour votre attention. Donc, la prise en charge de l'employeur des frais à rembourser aux collaborateurs se proratise-t-il pour le télétravail ponctuel, même si négligeable, exemple une demi-journée par semaine, ou y a-t-il un forfait minimum? En gros, si j'ai bien compris, il y a Il n'y a aucune obligation. Ouais, Je peux répondre. oui, Il n'y a allez-y. aucune obligation de prise en charge de frais particuliers au niveau de l'entreprise pour un travailleur qui travaille à son domicile. Il n'y a pas d'obligation, ça c'est une charte ou une négociation qui peut le prévoir, hein. Et dans ce cadre-là, il y a un plafond URSSAF. Je crois que c'est, 10 je sais plus, il y a un plafond URSSAF, sur le dédommagement qui peut être accordé aux salariés en télétravail. Mais il n'y a aucune obligation, ça va être ponctuel, il y a pas de forfait minimum. Il y a si par contre il y a ce dispositif qui est mis en place, faut regarder, il y a un plafond URSSAF, hein, qui est prévu, c'est quelques euros par jour télétravaillé.
Après, il y a une deuxième question sur comment appréhender voilà, l'obligation de santé hein, il y a, il y a plusieurs dispositions, mais c'est globalement comment dans le document unique, on se pose la question de comment on évite les risques inhérents au télétravail. Comment on fait en sorte ça suppose, souvent ça repose sur des pratiques managériales, sur de la formation, sur le fait de travailler en hybride, hein. Mais comment on fait attention que les gens ne soient pas en surconnectés? Donc, il y a des règles à se donner, des choses à vérifier. Comment on évalue la charge de travail? Donc, ça suppose des entretiens réguliers pour apprécier la charge des télétravailleurs. Suppose d'être attentif aux signaux faibles. Mais on est vraiment dans une démarche de prévention hein, des difficultés, d'où l'intérêt d'avoir cette logique de test et d'expérimentation qui ont été évoquées aussi par tous les intervenants, j'allais dire, hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir des retours d'expérience réguliers pour voir si ça se passe bien, hein, parce que ça peut vite dériver hein, pour différentes raisons. Mais en tout cas, il y a besoin, dans le cadre du document unique, de prévoir les activités en télétravail. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des risques pour les activités, les personnes en situation de télétravail? Merci. Du coup, il y a une personne qui met des compléments sur le chat. Je ne sais pas si Oui, il y vous a avez le montant. de vérifier, Madame Bébou, sur est-ce que cela correspond au plafond du coup qu'a parlé Philippe. Ah, Je crois que c'est ça, hein. vous avez le micro fermé, Fatima. Alors, je ne connais pas exactement le plafond. Je pourrais vérifier et répondre ultérieurement, j'avoue. Je sais que voilà, il y a effectivement les cotisations, il y a une exonération des cotisations sociales quand il y a des frais qui sont engagés par l'employeur suite à ce forfait qui est alloué aux salariés. Puis je vois une question sur l'accord télétravail qui conclut comment intégrer les règles concernant le télétravail des femmes enceintes sans avoir à refaire une négociation. Mais quand on est dans le cadre d'une négociation d'un accord télétravail, effectivement, il faut une nouvelle négociation pour intégrer ces nouvelles dispositions, parce qu'on est dans le cadre d'un amendement à cet accord, en fait. Donc, s'il a été fait dans le cadre d'une négociation, on est obligé de passer par une nouvelle négociation. Mais ça va être un avenant, en fait, s'il y a de nouvelles dispositions spécifiques. J'espère avoir répondu à la question. Très bien. Je ne l'avais pas identifié moi de mon côté. Merci en tout cas. C'est une question directe pour Fatima, je pense. Ah, ok. Elle n'est pas sur le chat général. Ah, ok, bon, ça va. Est-ce qu'on a une dernière question du coup? Après, on va vous libérer pour respecter le timing. Ouais, alors c'est peut-être une question qui m'était adressée tout à l'heure. Il y avait une question de comment on fait pour apprécier le temps des collaborateurs quand on est en télétravail. Et comment on fait pour qu'ils soient à disposition? Donc ça suppose des règles, même d'enregistrement, il y a un devoir. Alors, les gens peuvent être en forfait jour, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des systèmes de calendrier partagé, de règles horaires qui soient précisées et que le télétravail, c'est du travail et dans les périodes horaires définies, le travailleur doit être disponible. À la C'est, disposition de l'employeur. mais c'est à l'employeur de mettre en place des dispositions de contrôle et de mesure du temps de travail. Donc, si je peux pas de rajouter, c'est justement ce qui est très intéressant, c'est de faire le lien avec le contenu du travail, les modalités de fonction de la structure, pour pouvoir justement établir de façon partagée ces modalités. C'est-à-dire que ça soit pas subi par le salarié, mais que ça soit pas non plus subi par l'employeur. Enfin, il y a vraiment cet enjeu de confiance, ça a été évoqué, et euh, de coordination aussi. Bon, bien sûr, il y a une hiérarchie hein, quand on est manager, mais voilà, ça peut aussi se mettre en place à partir du contenu du travail, des façons de faire, des différentes situations auxquelles on fait face, pour justement construire un dispositif à tester, à expérimenter et puis à ajuster au fur et à mesure. Tout à fait. Très bien, merci pour ces compléments. Alors moi, j'ai pas vu remonter d'autres questions. Je ne sais pas si vous en avez en direct. On va en prendre une dernière. Sinon, on va passer au questionnaire de satisfaction. Du coup, vous n'avez pas de questions en direct de votre côté? C'est bon? Non. Parfait. J'ai pas vu que c'était en direct, effectivement. Ouais, bon, très bien, merci. C'est pas grave, c'est très bien.
Du coup, merci aux participants et merci voilà, d'être revenus pour cette nouvelle date et encore désolé pour les problèmes techniques qu'on a eu la dernière fois. Voilà, les joies du direct, comme on dirait. Écoutez, merci à l'ensemble des intervenants également et aux gens qui ont participé à la préparation de ce webinaire. Voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous pour la prochaine date. Donc, nous, c'est le 12 mai sur tout ce qui est travail en hauteur. Voilà. Et moi, je vous donne rendez-vous donc le 21 juin pour l'atelier avec